Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et merci d'être là pour ma présentation sur l'utilisation des connaissances de cybersécurité pour une meilleure quantification du risque cyber en assurance. Alors, ce que je vous propose pour cette présentation, c'est de d'abord commencer par une contextualisation et une vision des objectifs avant de regarder le modèle qui a été construit au long de ce mémoire et l'application à un portefeuille fictif, tout en regardant après les limites et les ouvertures euh, qui pourront être visées dans un second temps. Donc, pour un peu de contexte, le risque cyber, on va parler de risque cyber dans cette présentation et en particulier aussi des dommages cyber et de la menace cyber. Donc, lorsqu'on parle de risque cyber, en fait, on va parler du monde du numérique. Et ce monde du numérique, eh bien, il est en croissance exponentielle, comme vous le savez tous. Le nombre d'appareils connectés, comme on peut le voir dans le schéma de gauche, est en croissance exponentielle depuis les années 90. Et chacun de ces appareils connectés a une importance de plus en plus cruciale dans notre vie. Cette importance, en fait, eh bien, elle est contrebalancée par une menace qui est elle aussi très croissante, ici représentée par les dommages rapportés à l'IC3, qui est une organisation aux États-Unis. Et donc, c'est la menace du cybercrime. On a d'un côté plus de surface d'attaque, donc plus de possibilités pour l'attaquant d'attaquer et donc plus de dommages qui peuvent être faits. Et donc, de l'autre côté, une menace plus importante, évidemment. Cette menace, elle induit un risque. Et ce risque, c'est le risque cyber dont on parle aujourd'hui énormément. Il est défini comme un risque opérationnel qui porte sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des systèmes d'information. Ce qu'on appelle confidentialité, c'est la possibilité pour une personne de pouvoir donner sa donnée aux personnes dont il veut et uniquement aux personnes dont il veut. L'intégrité, c'est que lorsque je partage une donnée, cette donnée, eh bien, elle est partagée sous la forme et à la manière dont je veux la partager. Elle n'est pas modifiée lors de mon partage ou de son stockage. Et la disponibilité, c'est le fait qu'une donnée puisse être disponible lorsque je le veux et aux personnes dont j'ai envie qu'elle soit disponible. Ce risque cyber, eh bien, c'est un risque qui inquiète. Au niveau français, eh bien, c'est le premier risque selon France Assureur, et ce depuis 2017, devant le péril climatique. C'est un risque qui a un impact global lorsqu'on parle des entreprises. Par exemple, selon un sondage du Césin, 45% des entreprises ont subi au moins une cyberattaque en 2022, et ce chiffre est sûrement constant au-delà de 2022. Et enfin, c'est un risque eh bien, qui implique une diversité de coûts pour les entreprises. Donc des coûts directs comme des coûts opérationnels, mais aussi des coûts indirects comme des coûts financiers ou alors des coûts juridiques. Pour se protéger justement contre ce risque, eh bien, il existe une solution et c'est l'assurance cyber. Et cette assurance cyber, elle est très intéressante pour les entreprises puisque à chaque perte, eh bien, il y a une garantie qui est proposée. Donc voilà. Cette assurance cyber, le marché de cette assurance cyber, eh bien, il est en pleine croissance depuis les années 2020. Mais avec cette croissance, eh bien, on remarque aussi une instabilité qui peut être remarquée sur les S sur P. Donc, on remarque que sur les années pré-2020, on avait des S sur P très forts. Et en 2020, on a atteint un S sur P à 167%. Et une grosse diminution après qui est due à un hard market et une réalisation des assureurs que, eh bien, il pouvait y avoir un réel danger à assurer le cyber. La forte croissance des primes qui fait plus de 277% en 4 ans, eh bien, elle s'explique par une attaque du marché des grandes entreprises et la stabilité qui existe aujourd'hui s'explique parce que le marché des grandes entreprises est saturé et justement, on va le voir, le marché des PME n'est pas encore on n'est pas encore totalement rentré dans le marché des PME. Donc cette assurance cyber, elle est en croissance, mais elle est encore en développement, elle est jeune et elle fait face à certains défis structurants. Le premier de ces défis, eh bien, c'est un des défis les plus fondamentaux, c'est la pénurie de données de qualité de sinistre. Alors ça, c'est dû à plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, les assureurs cyber ont une faible maturité comparée à d'autres branches de l'assurance. De l'autre côté du spectre, les compagnies et les entreprises ont une certaine réticence à partager des données sur leurs attaques cyber, puisque ce sont souvent des données sensibles et que ces entreprises-là n'ont pas forcément envie de se montrer euh, dépendantes ou alors vulnérables au risque cyber. Et enfin, cet ensemble de facteurs-là entraîne une modélisation complexe.
Un deuxième cas, une des un deuxième axe, c'est aussi le risque cyber en lui. Le risque cyber, c'est un risque qui est extrêmement évolutif. Il va beaucoup dépendre de facteurs extérieurs qui eux-mêmes sont très changeants et donc que le risque d'aujourd'hui n'est pas le risque d'hier. Et donc la modélisation statistique classique assurantielle où on va regarder le passé pour essayer de prédire ce qu'on va avoir à l'avenir, eh bien, elle atteint très rapidement ses limites. C'est aussi un risque avec un fort caractère systémique. Le fait qu'un assuré soit attaqué, eh bien, pourrait insinuer que d'autres attaques sur les assurés vont avoir lieu. Et donc, ça rajoute de la complexité dans l'étude de ce risque. Et enfin, on l'a dit dans la slide précédente, mais le marché du cyber est encore très concentré sur les grandes structures et le secteur des PME n'est pas encore très pénétré. Et c'est un problème puisque les PME, c'est un secteur très vulnérable. Les petites entreprises sont très vulnérables au cyber. Et en termes de pourcentage de chiffre d'affaires, c'est celles qui sont enfin, c'est même celles qui sont le plus affectées. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est que pour améliorer la quantification dans le cyber, eh bien, il nous faut trouver d'autres sources de données, des sources de données complémentaires aux sources classiques. Et on a une nécessité d'une quantification qui est dynamique et plus explicative du risque. Et enfin, il faut qu'on arrive à pouvoir proposer des services adaptés aux PME pour augmenter du coup l'attractivité de l'assurance cyber et diminuer le risque de ces structures qui, comme on l'a dit, sont extrêmement vulnérables. Alors, pour ce faire, en fait, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne classiquement en actuariat. En actuariat, on a des sinistres. Ces sinistres vont donner lieu à des indemnisations et on va pouvoir attribuer à ces sinistres un ensemble de facteurs de risque et ensuite constituer un modèle de coût-fréquence à partir de ces facteurs de risque. Donc, on va observer et puis ensuite analyser. Et donc, c'est ce qu'on va appeler ici la vision analytique du risque. Comme on l'a dit, cette vision analytique, eh bien, en assurance cyber, elle a une problématique qui est la problématique de pénurie de données. On n'arrive pas forcément à trouver l'ensemble d'une base qui puisse nous permettre de construire cette coût-fréquence. Nous, ce qu'on propose dans ce mémoire, c'est de faire une vision plutôt constitutive du risque. On va partir de facteurs de risque que l'on connaît et qu'on sait influencer le risque et dont on sait quantifier en fait cette influence d'un point de vue cyber. On va créer des visions du coup macro et micro avec ce qu'on appelle les vulnérabilités. Et ensuite, on va établir un modèle de coût-fréquence. À partir de ça, un coût-fréquence qui se base du coup sur les attaques cyber. Et puis ensuite, on va modéliser la sinistralité à partir de ça. Donc, on a une vision constitutive du risque qui se délie de la vision analytique classique du risque. Cette vision constitutive, c'est en fait une vision par la source et on espère que en faisant cela, on va pouvoir répondre aux défis actuels de l'assurance cyber. La question, c'est de savoir qui d'autre que l'assurance cyber s'intéresse au risque cyber. Eh bien, la cybersécurité. Et la cybersécurité, elle a cette vision par la source. Elle a des connaissances sur les failles techniques, donc par exemple des bases de données qui recensent des vulnérabilités, comme la base de données CVE, des conseils de mitigation sur ces failles-là. Elle a des connaissances sur la menace, sur comment est-ce qu'un attaquant va se développer dans une entreprise, comment est-ce qu'il va pouvoir prendre des actifs, comment est-ce qu'il va utiliser des méthodologies d'attaque pour pouvoir eh bien, perpétuer ces attaques. Et enfin, les études de cybersécurité ont aussi des méthodes pour quantifier l'exploitabilité de ces vulnérabilités et donc une certaine quantification de la menace, en tout cas sur un aspect technique. Donc la question, en fait, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette connaissance plus constitutionnelle du risque à une échelle micro dans un cadre actuariel. On a donc des enjeux, des connaissances exploitables, et la question de ce mémoire, c'est comment utiliser les connaissances de cybersécurité pour une quantification dynamique du risque cyber en assurance. On espère qu'elle puisse donc du coup utiliser d'autres types de données que les données classiques, des données explicatives du risque, et qu'elle puisse permettre de répondre à la problématique des PME, donc de besoins de prévention et de besoins d'accompagnement de l'assurance. Voilà. On va passer à la deuxième partie, qui est la partie de modélisation. Donc la question qu'on se pose ici, c'est comment utiliser les connaissances de cybersécurité. Ces connaissances de cybersécurité, il faut qu'elles soient justement, le modèle doit être adapté à leur échelle, et leur échelle, eh bien, c'est une échelle micro. On l'a vu, ce sont des failles, ce sont des vulnérabilités, ce sont des actifs, et donc il faut que le modèle puisse faire le lien entre cette échelle micro et la vision macro, ou en tout cas économique,
dont on a besoin en assurance, donc la vision de risque économique dont on a besoin en assurance. Et enfin, la deuxième partie de notre problématique, c'est cette notion de quantification dynamique. Donc, on l'a vu dans l'introduction, le risque cyber, c'est un risque qui est évolutif, qui va dépendre de facteurs extérieurs et que ces facteurs extérieurs eux-mêmes sont évolutifs. Et donc, on aimerait avoir une quantification de notre risque, de notre portefeuille qui évolue lui-même avec le risque actuel en fonction des connaissances structurelles, donc des failles, des vulnérabilités, et de la topologie de nos assurés. Donc pour ce faire, on s'est basé principalement sur l'utilisation du papier Quantification of Cyber Risk for Actuaries and Economic Functional Approach de la SOA, donc, et particulièrement de Unal Tatar, avec qui on a eu plusieurs réunions, comme une brique technique principale du modèle. Et ensuite, on a transformé les notions de ce papier, qui étaient des notions réellement économiques, pour les appliquer à une vision stochastique et donc plus propice à une quantification de risque en assurance classique. Voilà. Donc, pour expliquer un peu comment fonctionne le framework du papier, celui-ci est divisé en deux temps. Dans un premier temps, l'objectif est de modéliser l'attaque sur les actifs de l'entreprise. Donc, l'attaque cyber par un attaquant, comment est-ce qu'il va se déplacer, etc. Donc ça sera grâce à un graphe bayésien. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a cette attaque cyber, eh bien, l'objectif sera de transposer ce coût cyber, physique, informatique, en un coût économique pour l'entreprise. Et ça va passer par ce qu'on appelle le graphe d'impact. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que notre modélisation, elle n'est plus sur une modélisation de sinistre. On ne part plus de la base d'un sinistre pour évaluer le coût, mais on part de la base d'une attaque pour évaluer l'attaque qui nous donnera un coût. Voilà. Et donc, en utilisant cette déviation, ça nous permet d'utiliser des connaissances de cybersécurité et donc d'utiliser toutes les bases dont on a parlé avant. Concentrons-nous dans un premier temps sur la modélisation de l'attaque des actifs dans l'entreprise. Alors, donc, vous le savez tous, une entreprise, en termes informatiques, on peut le considérer ça comme un ensemble d'actifs, des ordinateurs, des serveurs, euh, des routeurs, etc. C'est chacun de ces actifs détient ce qu'on appelle des vulnérabilités. Donc, ce sont des failles que peut exploiter l'attaquant. Et ces actifs, eh bien, ils sont connectés entre eux, organisés dans un réseau. L'attaquant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer sur ce réseau à partir d'un point d'entrée et gagner en force, en privilège dans l'ensemble du réseau pour ensuite pouvoir attaquer. Donc c'est la première phase de l'attaque, c'est cette phase de prise de privilège, de prise on va dire, d'actifs avant de pouvoir enfin attaquer et donc diminuer la possibilité de l'entreprise de faire son travail. Donc le déplacement de l'attaquant dans le réseau, eh bien, il n'est pas linéaire. Il ne va pas pouvoir se déplacer tout d'un coup partout. Pour pouvoir regarder comment va se déplacer l'attaquant, on va créer une structure de données qui s'appelle le graphe d'attaque. C'est un graphe orienté qui va nous dire comment est-ce que l'attaquant va pouvoir se déplacer d'un actif A à un actif B grâce à des vulnérabilités. Donc, chaque vulnérabilité est un nœud pardon, chaque vulnérabilité est une liaison de l'attaque et un actif est un nœud. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire ce graphe d'attaque. Enfin, donc ce graphe d'attaque, il nous explique la topologie de l'attaque, mais il ne nous explique pas la probabilité qu'un attaquant puisse attaquer tel ou tel actif. Ça, on va passer par une quantification. Donc, on va créer une structure de probabilité autour de ce graphe d'attaque. Et donc, cette structure de probabilité, on le verra dans la slide suivante, elle est créée à partir du score CVSS, donc des bases CVE dont on a parlé précédemment dans l'introduction. Ce sont les bases qui sont fortement utilisées en cybersécurité pour pouvoir eh bien, qualifier une vulnérabilité, mais aussi pouvoir la quantifier. Ce nouveau graphe orienté avec des probabilités, donc une probabilité de saut, eh bien, c'est appelé un graphe d'attaque bayésien. Et donc, il va pouvoir nous permettre de savoir, sachant que l'attaquant est à un endroit et sachant l'ensemble des privilèges qu'il a réussi à acquérir, quelle sera sa probabilité de passer eh bien, à l'actif suivant. Donc, pour être un peu plus précis sur le score CVSS. Ce score CVSS, il est divisé, comme on le voit sur cette slide, en deux. C'est un ensemble de métriques. Et donc, il y a une partie des métriques qui sont associées à une probabilité
donc celle qu'on va utiliser justement pour la partie probabilité, et une partie des métriques qui est associée à une partie impact qu'on va utiliser donc dans la deuxième partie, dans le graphe d'impact. Une fois qu'on a cet ensemble de valeurs, on va pouvoir constituer un vecteur et ce vecteur va être utilisé pour constituer le P de E, ce qu'on appelle P de E, qui est la probabilité fondamentale, ou en tout cas dans le papier d'une Altatar, c'est la probabilité fondamentale. Et ça va être une normalisation en fait du produit de chacune des métriques du vecteur entre 0 et 1, et c'est ça qui va nous donner notre probabilité d'attaque d'un actif. Donc une fois qu'on a créé ce graphe d'attaque bayésien, une fois qu'on a cette probabilité, on va dire, de, que les actifs soient, comment dire, attaqués physiquement, eh ben, on va pouvoir s'intéresser à la transposition du coût physique en un coût économique pour l'entreprise. Donc ça, on l'a dit, ça se fait grâce à ce qui s'appelle le graphe d'impact. Le graphe d'impact, c'est un graphe qui va représenter les dépendances opérationnelles dans l'entreprise. Il est divisé en trois couches. La première couche, c'est la couche d'actifs. Donc, c'est exactement la même couche que celle qu'on utilise dans le graphe d'attaque, mais pas avec les mêmes liaisons. Donc, ce sont les serveurs, les ordinateurs, etc. La deuxième couche, c'est la couche de service. C'est celle qui va nous permettre de la création de tâches dans l'entreprise, par exemple le management de stock, la gestion des services informatiques, etc. Et enfin, la troisième couche, c'est une couche de business. Et la couche de business, en fait, c'est la couche objective de l'entreprise. Par exemple, dans l'exemple à gauche, c'est la vente de cookies, mais en réalité, ça pourrait être tout autre, comment dire, toute autre valeur économique pour l'entreprise, toute autre possibilité de création de valeur économique. Et c'est ça qui va nous permettre de passer donc de la couche actif, où on va avoir la perte physique, puis remonter le service jusqu'au business pour pouvoir avoir un coût économique de l'entreprise. On applique donc cette théorie du graphe d'impact à notre champ du cyber. Et donc, pour appliquer cette théorie du graphe d'impact à notre champ du cyber, on va diviser chacun des nœuds en trois. Donc, les trois piliers du cyber dont on a parlé au début, qui sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité euh, des données de chacun des actifs. Ensuite, pour pouvoir estimer la perte d'un actif lorsque cet actif est attaqué, eh bien, on va utiliser les métriques d'impact de la CVSS 3.1. Et donc, ça va nous permettre de voir l'impact en confidentialité, en intégrité et en disponibilité euh, pour chacun des actifs et qu'on va pouvoir remonter jusqu'à la couche de business. Et cette notion de remontée, eh bien, ça s'appelle la propagation. Et donc, c'est la propagation des pertes d'opérabilité. Et elle va permettre justement de transformer ce coût de perte à l'échelle des actifs en un coût économique pour l'entreprise à la fin, dépendant de ce qu'on veut étudier. Voilà. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est, on a vu cette quantification, enfin, c'est ce framework de quantification, et on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut l'intégrer à une quantification dynamique de la perte d'exploitation, qui est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la perte d'exploitation, donc, comment est-ce que l'entreprise va perdre l'exploitation après une attaque informatique. Donc, nous, ce qu'on veut de notre modèle de perte d'exploitation, c'est qu'il puisse prendre le graphe d'attaque et le graphe d'impact comme dans le framework, et qu'on puisse faire de multiples simulations d'attaque de manière stochastique pour avoir une répartition du risque. Et donc, aussi, ce qu'on veut, c'est pouvoir suivre la méthodologie d'une attaque, justement pour rester dans cette notion d'utilisation des connaissances de cybersécurité. Et ce qu'on attend à la fin, eh bien, c'est une distribution du risque qui va nous permettre de comprendre un peu la sensibilité de l'entreprise au risque cyber. Donc, pour expliquer l'architecture du modèle qui a été construit lors de ce mémoire, l'objectif, ça a été de suivre le parcours de l'attaquant, de son intention d'attaque jusqu'à la perte. Et ça permet en fait de structurer la- le modèle en fait sur une architecture de cybersécurité et donc de pouvoir utiliser les failles CVSS, etc. Donc, la première partie à laquelle on ne s'est pas intéressé dans ce mémoire, eh bien, c'est la fréquence d'attaque, c'est-à-dire avant que l'attaquant soit dans l'entreprise, la décision d'attaque
et qui peut dépendre du secteur, de la taille, euh, qui peut dépendre de l'importance de l'entreprise dans son secteur, eh bien, cette partie-là, on ne s'est pas intéressé. La première chose dont on s'est intéressé, c'est une fois que l'attaquant a la volonté d'attaque et qu'il commence à attaquer l'entreprise. On l'a vu, eh bien, il va se déplacer dans l'entreprise, il va prendre des privilèges en suivant le graphe d'attaque. Donc, s'il est à un endroit A, on va regarder la probabilité, sachant tous les privilèges qu'il a pris, pour qu'il aille à un endroit B, etc., etc. Et donc, on va avoir une liste, donc, pour une attaque, des actifs pris en fonction de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité, comme ce qui a été expliqué précédemment. Une fois qu'on a cette liste d'actifs, comme on s'intéresse ici à la perte d'exploitation, on va essayer de comprendre combien de temps l'entreprise va être attaquée et donc combien de temps la perte va durer. Donc pour estimer ça, eh bien, on va regarder à chaque pas de temps, on peut imaginer être une journée, la probabilité, qu'on va appeler ρ, la probabilité que les actifs soient remédiés. Et tant que l'entièreté des actifs de l'entreprise ne sont pas remédiés, eh bien, on va continuer cette espèce de... Donc, ce n'est pas une attaque, mais c'est une attaque latente sur l'entreprise. Une fois qu'on a l'entièreté des jours ou des pas de temps attaqués, on va faire la somme de ces pas de temps totaux et ça va nous donner en fait la perte de revenus totale du fait de l'attaque cyber. Cette deuxième partie stochastique, donc qu'on a basée sur le papier de Monsieur Tatar, eh bien, on peut la répéter n fois, et donc on va avoir différentes topologies d'attaque dépendant d'à quel point l'attaquant a réussi à aller loin dans le graphe d'attaque, donc il a réussi à capturer un nombre plus ou moins élevé d'actifs, et c'est ça qui va nous donner en fait une distribution du risque pour l'entreprise. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a vu précédemment, c'est quand même un cadre assez théorique et on n'a pas pu appliquer ça à de la pratique. Donc, pour appliquer, la dernière étape de ce mémoire, ça a aussi été de regarder qu'est-ce que ça donnait sur un portefeuille. Bien évidemment, on n'a pas la capacité d'avoir un portefeuille réel, puisque aujourd'hui, toutes les données, donc graphes d'attaque et graphes d'impact, dans le cadre d'un mémoire, on ne pouvait pas les récupérer. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se limiter au cadre d'étude des PME, qui est le cadre central de ce mémoire, et de créer de manière fictive des graphes d'impact, des graphes d'attaque, et comme ça, pouvoir avoir un portefeuille fictif cohérent et étudier les résultats et les comportements du modèle sur celui-ci. Pour créer ce portefeuille, on a procédé en trois étapes. La première, c'est l'obtention des tailles et des chiffres d'affaires cohérentes des entreprises qu'on a allé récupérer sur des informations sur le site de l'INSEE, dépendant en fait des secteurs des différentes entreprises. Dans un deuxième temps, on a créé des réseaux donc à partir des réseaux, des graphes d'attaque réalistes. Et dans un troisième temps, des graphes d'impact cohérents. Donc, lorsqu'on regarde comment est-ce qu'a été créée la base fictive, pour la création du réseau, on est parti sur une architecture en multi-étoiles qui est l'architecture la plus représentée dans les entreprises. Et on a créé de manière aléatoire ce graphe, qui est vraiment un graphe de réseau. Et chaque type d'actif suit une loi particulière qu'on a fitée en fonction de ce qu'on a des informations qu'on a pu trouver sur le marché. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a représenté ce réseau-là, eh bien, on a pu transposer ça et créer le graphe d'attaque, donc le graphe que va pouvoir parcourir l'attaquant. Et comment est-ce qu'on a fait? On a associé à chacun des actifs des types de programmes. Donc, par exemple, à un ordinateur, on va lui associer un système d'exploitation, un navigateur Internet, etc. Et à chacun de ces types de programmes, on va lui associer eh bien, un programme. Donc, par exemple, un Windows pour les systèmes d'exploitation, Mac, qu'on a associé par rapport aux parts de marché de chacun. Donc, on a mis, par exemple, que 75% des ordinateurs seraient Windows, 15% Mac, etc. Et ensuite, on est allé chercher dans les failles CVE les failles les plus récentes et les plus probables pour chacun des programmes, pour chacun des types de programmes. Et comme ça, on a constitué une bibliothèque de failles et on a suivi l'architecture du réseau pour ensuite pouvoir les attribuer aléatoirement à chacun des actifs. Et ensuite, on a créé à partir de ça notre graphe d'attaque.
Pour ce qui est du graphe d'impact, le graphe d'impact, ça reste un sujet quand même très théorique. Il a été théorisé dans une thèse et a été appliqué au domaine du cyber dans le papier de Kunal Tata. Et donc, il n'y a pas de méthodologie réelle pour pouvoir justement avoir ce graphe d'impact de manière automatique. L'une des meilleures méthodes actuellement, ce sont les questionnaires, et ça permet justement d'aller voir une entreprise, le questionner sur les impacts stratégiques et fondamentaux des actifs sur le plan business, et donc de pouvoir construire, en tout cas co-construire avec l'entreprise, ce graphe d'impact. Dans le cadre de ce mémoire, eh bien, des entretiens ont été menés avec des dirigeants de PME pour avoir leur avis sur le risque cyber, mais aussi et surtout pour pouvoir co-construire avec eux le graphe d'impact de leur entreprise. Donc, ça a permis de mettre en lumière les spécificités des graphes d'impact des entreprises étudiées. Et en particulier, ça nous a permis de créer deux graphes d'impact type, un pour le secteur industriel et un pour le secteur du commerce en ligne. Donc, pour expliquer maintenant comment se passent les résultats de l'entreprise, donc on a une entreprise quelconque, on a créé du coup le graphe d'attaque à partir, donc on a vu du réseau multi-étoiles et des liens avec les vulnérabilités. On a créé le graphe d'impact de manière aléatoire en fonction de la topologie qu'on a pu discuter avec les dirigeants d'entreprise. On le passe par la moulinette du programme, enfin du modèle qu'on a pu voir en partie précédente en une simulation et on obtient cette distribution des coûts, sachant que l'attaquant a attaqué. Donc ici, par exemple, on a une valeur moyenne de 1904 euros, soit 1% du chiffre d'affaires. Donc pour regarder un peu les sensibilités du modèle qu'on a pu créer, la première sensibilité, c'est par rapport à ρ. Donc on en a parlé très rapidement de ρ, c'est la probabilité de remédiation à chaque pas de temps. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que le choix de cette probabilité, donc à quel point l'entreprise remédie vite ses actifs, eh bien, va avoir une influence énorme sur le coût total de l'attaque. Évidemment, plus l'entreprise va être longue sur la remédiation, plus le coût va être élevé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette valeur-là et elle est fitée sur une moyenne de marché. Mais s'il est possible de la fitter de manière encore plus précise, eh bien, ça permettra d'améliorer en fait la quantification du modèle. Dans un deuxième temps, on a parlé donc de l'impact du graphe, on a beaucoup discuté du graphe d'attaque, pardon. Eh bien, il est aussi intéressant de regarder l'impact de ce graphe d'attaque sur les résultats du modèle. Donc, on peut prendre différentes entreprises avec un chiffre d'affaires similaire et un graphe d'impact similaire et regarder ce qui se passe avec des graphes d'attaque différents. Lorsqu'on a des graphes d'attaque avec peu de profondeur, eh bien, la distribution des coûts est faible puisque le graphe d'attaque est peu développé, la surface d'attaque est faible et donc l'attaquant ne va pas réussir à aller assez loin dans l'entreprise pour causer des coûts et l'entreprise va être capable de rapidement remédier à ces coûts de sinistre. Dans un deuxième temps, si on a un graphe d'attaque qui est long, mais peu large, donc c'est-à-dire qu'il est développé en longueur, mais que la largeur arrive tard, eh bien, on va remarquer une forte proportion de coups nuls qui représente justement la probabilité que l'attaquant n'arrive pas à aller jusqu'aux actifs qui sont des actifs coûteux et euh, donc des actifs sensibles pour l'entreprise d'un point de vue business. Et donc, on a ce grand coût à zéro, puis une distribution plus importante. Et enfin, si on a un graphe d'attaque qui est directement développé à partir de la source, donc que l'attaquant peut eh bien, se déplacer un peu plus librement dans l'entreprise, eh bien, la distribution à partir du modèle va être bien plus développée. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant à regarder aussi, c'est l'impact du coup en général sur le portefeuille de la complexité du graphe d'attaque sur les coûts moyens de l'attaque en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, on met en pourcentage du chiffre d'affaires pour enlever le biais que les entreprises, les plus grandes entreprises ont un coût plus important en général que les plus petites. Et donc, ce qu'on remarque, donc on a pris une métrique de la complexité et on remarque qu'à partir de cette métrique de la complexité, eh bien, on a de bons résultats sur la régression linéaire. Et donc, ça permet d'expliquer, en fait, enfin, ça n'explique pas, mais ça rappelle la notion de propagation latérale, qui est une notion en cybersécurité, qui dit que
plus une entreprise, plus un attaquant a la capacité de se propager latéralement dans une entreprise, donc plus la capacité de prendre en fait des actifs, plus l'attaque va être coûteuse. Et si cette propriété continue à être vraie sur un vrai graphe d'attaque, eh bien, il y a une possibilité pour l'assureur d'approximer le risque de l'assuré directement en fonction de cette régression. Enfin, on a beaucoup parlé au début de cette présentation du dynamisme du risque cyber et du besoin pour les PME d'être accompagnés et d'obtenir une vision à date de leur risque cyber. Donc la question qu'on s'est posée une fois qu'on avait créé toute la modélisation et la base fictive, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une nouvelle faille grave apparaît dans notre portefeuille? Est-ce que notre modélisation est capable d'être modifiée avec dynamisme ou est-ce que le coût va être constant et ne va pas être modifié? Donc là, ici, on a créé une faille fictive qui est présente sur 67% des firewalls. Et ça nous a permis, en fait, et on a regardé les changements appliqués au graphe d'attaque, donc par le modèle de perte d'exploitation. Euh, Ça nous permet justement de voir les évolutions sur certaines entreprises. Donc là, on voit une entreprise qui, avant l'introduction de la nouvelle faille, avait beaucoup de coûts à zéro, puisque ce firewall protégeait bien l'ensemble de l'entreprise. Et ensuite, après l'apparition de cette faille, eh bien, a une forte proportion de coûts nuls, non nuls, et donc ça a totalement changé son risque. Donc, lorsqu'on applique ça à l'ensemble du portefeuille, on a une augmentation du risque moyen du portefeuille de 7,34% et on a des entreprises qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, on en parlera à la fin, mais cette sensibilité, eh bien, ça va nous permettre de faire de la prévention ciblée sur les entreprises les plus sensibles. Quelque chose que je n'ai pas précisé avant, mais cette notion de graphe d'attaque et de scan en fait du réseau qui permet justement d'avoir ce graphe, c'est totalement faisable en vrai. Il existe des applications qui permettent de faire ces scans de réseau et de pouvoir lier à chacun des actifs les vulnérabilités, en tout cas les vulnérabilités de la base CVE euh, liées à ces actifs. C'est utilisé dans des notions de pain test en cybersécurité. Donc le cadre applicatif est plausible. Et donc, on peut enfin se poser la question de savoir qu'est-ce que ce modèle apporte, puisque on a vu qu'il y avait une capacité de dynamisme, on a vu qu'il y avait une capacité d'adaptabilité à la topologie de l'assuré. Et donc, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, d'abord, il apporte une quantification proche du risque. Donc, avec, bien évidemment, la connaissance de la fréquence, l'assureur pourrait calculer un risque de l'assuré de manière plus fréquente. Donc, on peut imaginer un risque calculé mensuellement avec les évolutions des failles et des vulnérabilités. Ça permet de suivre en fait le risque des assurés et pourrait à terme, bien évidemment, être intégré dans un processus de tarification. Mais le plus important, en fait, c'est aussi cette possibilité de prévention, puisque l'assureur va pouvoir observer les changements de risque avant qu'un sinistre ne se produise sur son portefeuille, et donc pouvoir proposer de l'aide, donc faire de la prévention envers les entreprises. Donc, on est encore en train de parler dans un cadre PME, envers les entreprises qui en ont le plus besoin, et donc celles qui, par exemple, sur l'exemple précédent, avaient une augmentation très forte de leurs coûts due à l'apparition des nouvelles failles. Et enfin, c'est un modèle qui peut être aussi utilisé euh, pour, euh, pour faire des stress tests sur son portefeuille. Donc, imaginons, on a un serveur Amazon qui est partagé par diverses personnes sur le portefeuille. Eh bien, le fait d'utiliser ce modèle va nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe lorsque j'attaque ce nœud, comment est-ce que les différentes entreprises vont perdre de l'exploitation et donc comment est-ce que mon portefeuille va réagir à cette perte d'exploitation. Voilà. Et donc par rapport à la réponse aux problématiques, eh bien, ce modèle du coup répond à la problématique en proposant une méthodologie donc, dynamique grâce aux connaissances de cybersécurité et qui répond donc aux besoins de prévention. Enfin, si on pouvait parler des limites et des ouvertures de ce modèle, la première et la plus grande des limites, évidemment, c'est que ce modèle ne s'intéresse pas à la fréquence et donc les résultats restent sur le coût. Mais en ouverture, eh bien, des études sur la fréquence peuvent être menées puisque on n'est encore une fois pas sur une fréquence de sinistre, mais on est sur une fréquence d'attaque. Et donc, ça diffère légèrement et des informations peuvent être récupérées par rapport à diverses sources, par exemple, grâce à la threat intelligence où on peut avoir
des, enfin, des services de scan et d'antivirus qui ont en fait une connaissance sur les fréquences d'attaque et qui pourraient être intégrés à ce modèle. La création de la base fictive introduit évidemment beaucoup d'hypothèses. Donc, on l'a vu, les hypothèses sur Rho, les hypothèses sur la topologie des graphes d'attaque, qui évidemment joue sur le réalisme des résultats, mais on est encore en train de parler d'une étude théorique et d'une modélisation théorique. Certains paramètres, évidemment, comme le paramètre ρ qu'on a vu, ou P2, sont à étudier de manière approfondie avant quelconque conclusion, comme on l'a vu. Et donc des données historiques, comme ce qui a été utilisé pour ρ, peuvent être utilisées pour calibrer, pour donner une première calibration des paramètres, on va dire, intrinsèques au modèle. Enfin, une problématique un peu plus haut niveau, les vulnérabilités qui sont présentes dans la base CVE, donc qui sont utilisées pour estimer le risque de l'entreprise, ne constituent pas l'ensemble des vulnérabilités existantes, mais constituent un sous-ensemble, donc des vulnérabilités qui ont pu être observées. Et donc, il existe des vulnérabilités qu'on appelle des vulnérabilités zero days, qui ne sont pas observés, mais qui sont exploités, et donc le modèle n'est pas capable de pallier à ces vulnérabilités-là. Les vulnérabilités humaines pourraient être ajoutées au modèle, puisqu'il n'existe pas que des vulnérabilités techniques. Une personne en elle-même est une vulnérabilité, et donc ça pourrait rajouter une dimension au modèle, et donc permettre une estimation encore plus fine. Et, pardon, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Et enfin, un dernier aspect, c'est possiblement l'ajout de modèles bilatéraux. Donc, la modélisation qu'on est en train de faire, l'attaque se produit de manière unilatérale, c'est-à-dire que c'est l'attaquant qui va attaquer, puis le défenseur qui va se défendre une fois que l'attaque a eu lieu. On pourrait rajouter des modèles dans lesquels le défenseur a conscience que l'attaque est en train d'avoir lieu, donc conscience que l'attaquant est en train de prendre des privilèges, et donc proposer en fait des remédiations intermédiaires, donc sans qu'il y ait une attaque totale. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais passer aux questions s'il y en a, n'hésitez pas. Et merci pour votre présence. Alors. Alors, si vous j'ai une question qui me dit, si vous connaissez déjà les graphes cyber, enfin les graphes des failles cyber, pourquoi ne protégez-vous pas directement ces failles informatiquement au lieu de les transmettre, au lieu de transmettre le risque à des assureurs externes? Alors, c'est une très bonne question et cette question, elle est fondamentale et elle fait appel à la notion de PME. En fait, j'ai pas eu trop le temps de développer ce sujet dans le mémoire ou dans la présentation ici, mais les PME, et en tout cas avec les différentes entrevues que j'ai pu faire avec les dirigeants de PME, ils n'ont pas cette connaissance de leurs propres risques. Et ils n'ont pas la volonté, l'envie de devoir traiter avec d'un côté des, euh, des, comment dire, des spécialistes de la cybersécurité et de l'autre côté des assureurs qui n'ont pas forcément le même discours. Et donc, étant donné que les discours sont pas forcément les mêmes, ils se sentent perdus et ne comprennent pas enfin, ne savent pas si une faille est réellement, si on doit réellement remédier à cette faille ou si cette faille ne doit pas être remédiée. Euh, à chaque fois que j'ai discuté avec des dirigeants de PME, ils m'ont tous dit que euh, soit ils ne comprenaient pas bien le risque cyber, puisqu'ils n'avaient jamais eu d'attaque cyber chez eux, soit ils comprenaient le risque cyber parce qu'ils avaient eu une attaque cyber, mais ils avaient l'impression que d'être totalement dépassés et de ne pas savoir quoi dire à l'assureur lorsque leur spécialiste cyber leur disait de remédier à une faille. Et donc, ils prônent le tout en Inde, c'est-à-dire essayer d'avoir une solution où l'assureur cyber ne serait pas seulement un assureur, mais serait aussi, ce qu'on a dit, un porteur de propositions de surveillance, d'accompagnement, de gestion des failles. Et donc, ça serait une nouvelle assurance cyber. Voilà. Et le fait de protéger les failles directement informatiquement, il y a une question donc, de connaissance, mais aussi de coût, donc c'est-à-dire à savoir quelles sont les failles qui sont à optimiser. Et encore une fois, on est dans le secteur des PME, donc c'est pas géré de manière optimale, alors que sur les grandes entreprises, le problème ne se pose pas de la même manière.
il y a une question sur les principaux incidents cyber résultent d'une faille humaine. Est-ce intégré dans ce modèle? Alors, ce n'est pas intégré directement dans le sens où la faille humaine en elle-même n'est pas intégrée. Par contre, dans les métriques CVE, il y a la facilité d'utiliser une faille humaine dans la métrique, elle est intégrée. Et dans un deuxième temps, les failles humaines sont effectivement très présentes dans la première partie, qui est la partie de rentrer dans l'entreprise pour pouvoir voilà, s'infiltrer de la première infiltration, qui est plutôt la partie fréquence et donc qui n'a pas été traitée dans ce mémoire. Alors, j'ai une dernière question, effectivement. Euh, Où et comment le modèle prend-il en compte les facteurs systémiques dans le risque cyber? Donc, les facteurs systémiques, donc, pour expliquer, ce sont les facteurs où le risque, eh bien, qu'un assuré soit attaqué euh, va dépendre du fait que les autres assurés sont attaqués. Donc, comme on l'a dit, on fonctionne sur le fait que on va s'intéresser au risque à partir de la source. Et donc, comme la source, euh, c'est une source cyber, donc on va regarder les failles, c'est bien ça qui crée le caractère systémique. En fait, le fait qu'une entreprise soit attaquée influe l'attaque d'une autre entreprise parce qu'elles partagent les mêmes failles. Donc, imaginons une vulnérabilité comme on l'a vu sur les firewalls. Si cette vulnérabilité est partagée, eh bien, la probabilité que l'entreprise A soit attaquée et que l'entreprise B soit attaquée va augmenter. Et donc, nous, de manière un peu, au final, sans en faire exprès, mais c'est fait exprès, mais sans le modéliser directement, on va pouvoir observer l'attaque d'une entreprise A et d'une entreprise B à partir du changement cette vulnérabilité-là. Donc, comme ce qu'on a vu sur l'une des dernières slides. Une deuxième possibilité, c'est ce dont on parlait, c'est les exploitations. Par exemple, si Amazon est attaqué, donc on va avoir une réaction en chaîne et plusieurs entreprises vont subir des pertes d'exploitation. Et ben ça, c'est aussi possible dans le modèle puisque on peut allouer un actif en commun à différentes entreprises. Et donc, en fait, on aurait un graphe d'attaque qui serait composé d'un actif qui serait partagé par plusieurs entreprises. Et lorsque cet actif tombe, on pourrait faire du coup de la projection sur les différentes entreprises et regarder le coût causé sur le portefeuille. Et donc oui, ça permet de prendre en compte les notions systémiques par construction du graphe d'attaque et parce qu'on s'intéresse aux vulnérabilités. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et merci pour vos questions.